Donc on va faire une petite transition, on va changer de modèle de menace, on va regarder des menaces de type injection de faute. Et donc moi je suis venu pour vous parler d'un peu d'injection de faute dans les micro-architectures de processeurs, et notamment vous présenter un petit peu nos méthodologies d'analyse pré-silicium face à ce modèle d'attaque. Donc le plan de ma présentation sera le suivant. Je vais tout d'abord introduire rapidement ce que c'est que l'injection de faute, qu'est-ce que ça permet de faire. Je motiverai le besoin d'outils pré-silicium d'analyse de robustesse de logiciels et matériels face à ce type de menaces. Et puis je présenterai deux méthodologies que nous avons proposées. La première qui combine les aspects logiciels et matériels pour mettre en œuvre cette analyse et qui s'appelle MicroArchify. Et la deuxième qui tire parti en fait qu'on a sur des architectures sécurisées des contre-mesures spécifiques contre ces menaces, et qui va tirer parti de cette disponibilité pour changer un petit peu la façon d'aborder le problème et aller adresser des systèmes beaucoup plus complexes qu'on a pu évaluer par rapport à la précédente méthodologie. Donc la deuxième méthodologie s'appelle le partitionnellement robuste à un budget de faute. Et enfin, je terminerai qu'à quelques messages à retenir, et j'y listerai également les challenges qui restent à venir sur ces travaux d'outils pré-silicium. Donc, l'injection de faute, de manière assez caricaturale, qu'est-ce que ça permet de faire? Vous avez un attaquant ou un évaluateur, comme on l'a vu précédemment, qui va aller utiliser un banc d'injection. Ici, vous avez un banc d'injection électromagnétique pour pouvoir aller stresser en fait un composant électronique, dans le but, comme l'a dit Sylvain, de comparer en fait des comportements et des traces différentes, une trace, des ensembles de traces fautées par rapport à des traces de référence, dans le but d'aller, au fur et à mesure, obtenir des bits d'une clé qui serait stockée sur ce processeur sécurisé. Donc on parle souvent de Secure Element, qui est un processeur associé au processeur applicatif pour les fonctions de sécurité. Un autre usage, c'est pour pouvoir aller en fait contourner un mécanisme d'identification. Vous avez par exemple tout ce qui est démarrage sécurisé, Secure Boot, sont ce genre de plateforme qu'on peut, avec ces moyens d'attaque, contourner pour pouvoir prendre la main sur le système. Donc une injection de faute peut cibler différents éléments dans une architecture type SOC. Le setup peut être assez élaboré pour pouvoir faire cette bypass d'un Secure Boot. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un processus, comme on l'a vu, très expérimental. Il y a un besoin de cartographier un petit peu sur le processeur les zones de sensibilité intéressantes à exploiter pour pouvoir ensuite mettre en œuvre une vulnérabilité associée et contourner le Secure Boot, par exemple. Donc typiquement, l'effet des fautes est assez divers et il est difficile de comprendre ce qui se passe. Donc on a plutôt une démarche de caractérisation expérimentale en boîte noire qui est mise en œuvre. Et donc la difficulté ici, c'est si je caricature, c'est de chercher une aiguille dans une boîte de foin et surtout de voir entre l'injection et son exploit au niveau logiciel, comment elle va se propager, donc de voir comment cette aiguille va cheminer dans la boîte de foin pour arriver à une vulnérabilité exploitable au niveau logiciel. Et pourquoi c'est compliqué? Eh bien, en fait, on a différentes couches qu'il faut remonter dans ce cheminement, depuis le stress physique qui est appliqué au niveau physique, donc avec soit des mécanismes au niveau de l'horloge, électromagnétique, laser ou sur la tension d'alimentation. On va ensuite remonter au niveau circuit avec des modèles de faute de type bitfleet, bitset, bitreset, donc soit sur les ports, soit sur les mémoires. Et puis il y a encore une couche avant la partie logicielle qui sera la couche micro-architecturale, où là on aura les différents mécanismes d'optimisation de l'exécution d'un programme sur une architecture donnée et qui peuvent introduire des vulnérabilités qui sont intéressantes à exploiter, qui sont liées par exemple au mécanisme de prefetch, qui sont liées à la prédiction de branchement ou tout simplement au forwarding de données dans le pipeline d'un processeur. Et puis on va ensuite basculer côté logiciel avec ici des modèles de faute plus classiques dans la littérature, saut d'inscription, inversement de branchement, corruption de registre. Ça c'est au niveau du jeu d'instruction, au niveau ISA de la représentation d'un binaire. Et puis on peut remonter jusqu'au code source, typiquement corruption de données ou control flow qui serait également corrompu. Donc il y a différentes couches qui sont impliquées dans cette propagation d'une faute, depuis son effet initial au niveau circuit jusqu'à ses conséquences au niveau logiciel. Et récemment, il a été montré qu'il est important de considérer le niveau micro-architectural, puisqu'en le ciblant, on peut aller contourner des protections logicielles
pour pouvoir mettre en œuvre l'attaque. D'autres publications ont montré l'importance des registres utilisés pour implémenter la microarchitecture dans la capacité à générer des exploits. Et bien sûr, ces effets au niveau microarchitecturaux sont exploitables pour des conditions logicielles très spécifiques en termes d'état initial. On peut penser par exemple au layout mémoire aussi, puis ça dépend également des programmes qui sont utilisés, de la nature des instructions qui sont présentes et qui vont aller exploiter ou non certains mécanismes de la microarchitecture. Et jusqu'à présent, donc les effets des fautes et cette interaction entre les couches logicielles et matérielles étaient plutôt analysés manuellement. Et donc nous, on s'est positionné justement pour pouvoir les fournir une capacité à automatiser cette analyse entre logiciel et matériel pour ces modèles de fautes par injection. Dernier point, donc ça fait écho également à la présentation de Sylvain. Pour l'analyse de sécurité, cette démarche méthodologie pré-silicium ne va pas remplacer une démarche d'évaluation qui serait menée sur un système réel avec des vrais moyens d'attaque. Tout ce qui est en lien avec les contraintes de certification Common Criteria VA25 par exemple, ou tout ce qui est évaluation standard pour des plateformes IoT type CCIP. Nous, on va se positionner sur la partie vérification dans le but de pouvoir en fait mieux sécuriser dans la phase de conception d'un système celui-ci face à ce modèle d'attaquant. Et pour cela, on va utiliser des outils donc pré-silicium basés sur des modèles. Une problématique, c'est la complexité des systèmes qui sont analysés et donc du modèle qui est généré sous-jacent au niveau matériel et logiciel, mais également du fait de la présence de fautes dans les modèles qu'on va utiliser et qui vont encore démultiplier l'espace d'état qu'il faut aller couvrir pour pouvoir évaluer le système. Il y a typiquement deux types d'approches, par simulation ou par méthode formelle. En simulation, ce qu'on va faire par exemple, c'est d'utiliser des données concrètes pour les entrées du système, pour évaluer les modèles sous-jacents. Donc ça, c'est pratique parce qu'on peut évaluer des modèles assez larges, mais ça a des limitations sur l'exhaustivité qu'on va pouvoir avoir dans les résultats fournis par ce type d'approche. Côté utilisation de méthodes formelles, à l'inverse, on va pouvoir fournir des garanties vis-à-vis du modèle de faute qui sera analysé. Mais bien sûr, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un Merci. On va avoir des garanties sur le modèle de faute qui sera supporté du fait qu'on a un analyse exhaustive. Par contre, et bien sûr, on a le problème de l'explosion de l'espace d'état qu'il faut couvrir et la nécessité d'avoir des méthodologies d'analyse intelligentes pour pouvoir passer à l'échelle sur des cas plus complexes. Au niveau utilisation des méthodes formelles, soit en termes d'approche, on a des outils qui sont concentrés sur la partie logicielle. On pense par exemple à l'outil BinSec, qui travaille uniquement au niveau ISA de la représentation que je vous ai montré ici, donc sur ce niveau-là typiquement. Soit on a les outils de type EDA qui vont travailler uniquement au niveau matériel et qui vont aller observer une divergence de comportement entre le comportement de référence et le comportement fauté. Mais on ne sera pas en mesure d'évaluer avec cela si ça a un impact au niveau logiciel, parce qu'il n'y a pas de représentation du logiciel, donc on ne peut pas vérifier si ça mène à une vulnérabilité à ce niveau-là. Donc j'en arrive à la deuxième partie de ma présentation sur nos méthodologies d'analyse pré-silicium. La première méthodologie, donc microarchifie, qui a été présentée dans le workshop FDTC en 2022 et FMCAD en 2023, va permettre en fait d'identifier l'effet des fautes au niveau matériel, qui sont injectés au niveau matériel, et de checker si ça peut engendrer des vulnérabilités au niveau logiciel. On peut également, avec cette approche-là, prouver la robustesse de contre-mesures logicielles ou matérielles pour utiliser pour sécuriser un système. Et donc cela pour un modèle de faute donné en entrée. Et vous avez un peu le schéma du workflow de cette méthodologie. Donc en entrée, vous avez ici le design matériel, qu'on prend au niveau RTL, typiquement du système Verilog, avec une représentation mémoire associée simple, dans laquelle on va pouvoir placer comme état initial la représentation du binaire du programme qu'on veut analyser. Le modèle d'attaquant ici, avec le modèle de faute supporté. L'objectif de l'attaquant, typiquement contourner le secure boot par exemple, l'authentification du secure boot, mais également le nombre d'injections qu'on s'autorise dans un scénario donné d'évaluation. On va ensuite s'appuyer sur l'outil de synthèse IO6 qui va nous fournir la capacité à travailler au niveau de la représentation intermédiaire du design matériel pour pouvoir aller en fait injecter, ça c'est une passe qu'on a rajoutée dans IO6, des saboteurs qui vont implémenter en fait le modèle de faute correspondant, qui vont avoir une capacité à surcharger les valeurs des signaux temporellement et spatialement qui seront visés dans l'évaluation sécuritaire associée. IO6 va nous permettre également de générer le modèle formel
Il y a différents langages qui sont supportés, SMTlib, Btor. Et puis, on va ensuite s'appuyer sur des outils externes pour la vérification formelle et parcourir l'espace d'état qui a été introduit avec les différentes entrées, donc le matériel, le logiciel et les modèles d'attaquants correspondants. Donc, on a une capacité à vraiment cibler un signal RTL, surcharger son effet à un cycle donné ou sur une range de valeurs correspondantes, et également d'indiquer un nombre de fautes qu'on veut viser dans un scénario d'exécution globale. Et alors, effectivement, je ne l'ai pas indiqué, pardon, pour terminer le workflow. En sortie, on a soit la preuve de robustesse du système avec le modèle, par rapport au modèle de faute considéré, soit la production d'un contre-exemple sous une trace VCD, donc qui permet ensuite d'analyser, de comprendre ce qui va se passer entre l'injection de la faute et sa vulnérabilité qui sera engendrée au niveau logiciel si c'est le cas. Donc en termes de résultats, justement, on a pu retrouver des résultats qui étaient connus dans la littérature sur l'exploitation, par exemple, du forwarding pour pouvoir mettre en œuvre un contournement logiciel. Mais également, on a pu identifier d'autres vulnérabilités. Alors, évidemment, c'était facile parce que sur la plateforme qu'on a analysée, le CV32P, c'est une plateforme non sécurisée. Donc, c'était vraiment fait de manière volontaire pour étudier l'effet des fautes. Une qui nous a intéressé, c'est au niveau du prefetch. Donc, vous avez ici la trace de référence en haut avec les instructions qui sont passées et en bas, la trace fautée lorsqu'on cible un élément du design du prefetch. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça montre vraiment le besoin d'aller analyser au niveau de la microarchitecture l'effet des fautes, puisqu'on a un effet immédiat de rejeu des instructions qui sont présentes dans le PFB, dans le prefetch buffer. Ensuite, on a un effet récurrent d'exécution dans un ordre incorrect des instructions par rapport à la trace de référence. Et puis, lorsqu'on arrive à la prochaine instruction de branchement, on va pouvoir, du fait qu'on a divergé entre des registres microarchitecturaux, entre le fetch, les tâches fetch et les tâches de decodage, on va brancher sur une mauvaise instruction qui va nous permettre d'être dans une zone identifiée de code. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas directement modélisable au niveau ISA comme modèle de faute correspondant. On a pu appliquer cette même démarche pour prouver la robustesse donc d'une contre-mesure logicielle matérielle qui était développée dans le cadre d'une thèse qui avait été soutenue au CEA en 2022, si je ne dis pas de bêtises, la protection Mafia, qui a été donc prouvée comme étant robuste à une injection de faute. Et en termes de performance, donc on est capable avec cette approche-là de analyser une centaine d'instructions. Un petit processeur in order, vous avez ici la métrique en kilogate équivalente, et puis une injection de faute. Alors techniquement, l'outil permet d'injecter plusieurs fautes, mais c'est toujours un compromis entre l'espace d'état qui est généré, puis on a introduit ici de liberté, puis on va avoir un espace d'état conséquent à parcourir, et évidemment la largeur de cette faute qu'on veut appliquer en termes de représentation spatiale et temporelle sur le design du circuit. On peut passer supporter un seul bit flip par exemple, mais jusqu'à des effets symboliques par exemple sur des registres donnés. Donc de couvrir l'intégralité des valeurs en entrée. Deuxième contribution, ce méthodologie de partitionnement robuste à un budget de temps. Vous avez ici le schéma de workflow sur lequel je vais m'appuyer. On retrouve les mêmes entrées que sur le schéma précédent. La différence, c'est que ici, on a scindé les étapes entre une étape de vérification purement matérielle avec une étape de vérification système où on introduit le logiciel. Et on a fait ça en fait pour pouvoir prouver des propriétés lors de l'étape de vérification matérielle en s'appuyant sur les contre-mesures qui sont présentes dans le système. Notamment, on a analysé le SecuriBase qui est protégé avec une contre-mesure de l'obstacle. Et on a donc mis en œuvre un partitionnement de ce système-là. Donc ça vise à construire des régions dans lesquelles on sait que la faute va rester confinée dans cette région-là et ne peut pas aller modifier le comportement du système sans être détecté par la contre-mesure. Et une fois qu'on a trouvé ce partitionnement et prouvé la robustesse de ce partitionnement-là, en fait, on va réduire le modèle de faute qui sera considéré lors de la vérification système. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner en termes de temps de vérification. C'est cette réduction du modèle de faute en s'appuyant sur les capacités de détection de la plateforme qui vont nous permettre d'adresser des systèmes beaucoup plus complexes. Et on revient ici sur le workflow précédent.
une fois qu'on a cette étape de vérification matérielle, on introduit les logiciels et là, on peut revenir sur le même workflow que précédent que je vous ai présenté. En termes de résultats, cette méthodologie a été appliquée sur le Secure Element Open Titan, donc qui est une chaîne de confiance matérielle open source qui a été développée par un consortium d'acteurs dans le domaine de la sécurité, notamment donc initialement Google et qui est maintenant porté par le risque et qui est d'un certain niveau de TRL assez élevé. Le risque l'annonce comme étant TRL 8. Il y a des systèmes qui sont partis en tape-out pour les Chromebooks de Google qui exploitent ce Open Titan. Au niveau du processeur, donc c'est un SecuriBex, il y a différents types de contre-mesures, de lockstep, mais aussi des codes de détection d'erreur au niveau du register file. Et la méthodologie a permis de trouver des vulnérabilités au niveau donc justement de ce register file qui est protégé pour son data pass, et pour le contrepass c'est pas le cas. On est en mesure d'aller changer la valeur d'index qu'utilisé pour accéder à un registre et donc d'utiliser un autre registre que celui initialement visé par l'instruction. Pour cela, on a appliqué un modèle de faute transitoire de type bitflip sur n'importe quel élément du design. On a 125 000 points d'injection qui ont été évalués. On a travaillé avec l'équipe pour proposer un fixe, un correctif de cette vulnérabilité, dont la robustesse à ce modèle de faute a été prouvée formellement et a été intégrée au dépôt Open Titan. Et donc, on est en mesure de prouver à ce moment-là la robustesse globalement de la plateforme face à une injection de faute, et cela de manière inconditionnelle par rapport au logiciel. Donc, si je reviens sur ces histoires de partition, on a bien pu prouver que bien le main core est dans une partition et le shadow core est dans une autre partition, et qu'elle ne peut pas une faute se propager en dehors de ces partitions sans être détectée par le mécanisme de checker correspondant qui va contrôler la cohérence des résultats entre les deux cœurs. Je vous ai mis ici les temps de vérification correspondants. Un petit point ici, donc on a bien pu prouver typiquement que le datapass du register file est bien robuste à 3 injections de faute, qui était l'aspect annoncé par le risque ici sur cette contre-mesure. Et alors, oui, je vais rajouter un petit point également. Donc, je disais ici qu'on a pu prouver de manière inconditionnelle la robustesse du système à une injection de faute. On a pu aussi analyser, en fait, le système avec la vulnérabilité qu'on avait trouvée et regarder au niveau système, en intégrant le logiciel, si ça avait des conséquences sur le Secure Boot. Le Secure Boot a également des contre-mesures logicielles. Et en fait, ces contre-mesures logicielles étaient suffisantes pour pouvoir ne pas générer une vulnérabilité exploitable. Par contre, ce n'était pas le cas dans d'autres logiciels qu'on a pu analyser, où la vulnérabilité matérielle ici était exploitable au niveau logiciel. Pour terminer ici, dans quelques messages clés, je vous ai synthétisé ici le workflow qu'on a globalement dans l'équipe, avec les différentes entrées, la méthodologie micro-archifie qui correspond à cet ensemble de boîtes, avec l'étape optionnelle ici du partitionnement, qui peut elle-même indiquer si une contre-mesure matérielle est robuste ou pas, et puis la sortie usuelle qu'on a vue auparavant sur globalement, est-ce que le système est robuste ou non. Donc avec ces méthodologies Presilicium, on peut analyser un système logiciel et matériel, identifier des vulnérabilités, prouver la robustesse du système pour un modèle de faute donné. On a donc cette étape optionnelle qui travaille cette fois-ci au niveau netlist. On descend un peu plus bas qu'au niveau RTL initialement dans le flow micro-archifie. Et on a pu l'appliquer sur différents cas d'études. Je vous ai présenté le SecuriBex, le CV32P. On a récemment le support aussi de la version sécurisée du CV32P. Qui est opérationnel. Et puis, je l'ai pas présenté dans ce jeu de transparent, mais comme l'objectif c'était de supporter un budget arbitraire de faute, on l'a appliqué également sur des implémentations matérielles de solutions type AES, par exemple, où on a pu prouver donc la robustesse face à 3 fautes en appliquant cette méthodologie de partitionnement robuste ici à K faute. Et donc, on a pu trouver aussi une vulnérabilité dans un secure element de niveau vraiment assez élevé en termes de TRL. Pour terminer, quelques challenges. Le premier, ça reste toujours le passage à l'échelle. On veut aller vers des processeurs applicatifs, et pour cela, on va devoir avoir des approches compositionnelles ou utiliser la notion de contrat de sécurité pour pouvoir aller
vers cet système plus complexe. Typiquement, une cible, ça pourrait être le CVA6 de l'Open Hardware Group. Autre aspect, pour l'instant, on a des résultats intéressants par la méthodologie, mais on veut les confronter à des résultats expérimentaux. On a des travaux qui vont regarder cette complémentarité. On a au CIOA une plateforme expérimentale dans laquelle on peut intégrer des IP sécurisés. Donc, on va se positionner par rapport à ça et comparer les résultats des deux méthodes et faire une cartographie de sensibilité expérimentale et par l'usage de cette technique pré-silicium. Et puis, eh bien, pour la brique optionnelle, pour l'instant, on supporte un certain type de contre-mesures par ordonnance matérielle. On veut s'intéresser à d'autres contre-mesures et donc de définir les invariants de sécurité correspondants pour pouvoir les prouver la robustesse de cette contre-mesure et l'exploiter dans la vérification système correspondante. Voilà, donc là, je vous ai mis les liens pour terminer la présentation sur les deux méthodologies qui sont accessibles ici en open source sur le GitHub du CIOA List. Et puis, si vous avez des questions, donc, je suis à vos dispositions. Mais on n'en doute pas, on peut vous applaudir bien fort, Mathieu Jean. Merci. Alors, avez-vous des questions? Oui, monsieur. Ahmed Dariz, Cortia Security. Merci déjà pour cette présentation. Moi, j'aurais juste une petite question d'ordre pratique, plus une curiosité en fait. Quand on veut chercher des failles, faire du fuzzing et voir un petit peu ce qui se passe, on doit techniquement accéder au PIN. Que faire quand on a du BGA par exemple? Parce que là, on a des billes qui sont sous des processeurs ou bien des contrôleurs auxquels on n'a pas accès normalement. Alors moi, c'est pas mon domaine d'expertise, parce que c'est vraiment la partie expérimentale. Donc décapsuler la plateforme et voilà, faire des bandes d'injection laser correspondants. Ça fait partie justement des travaux ici ouverts pour pouvoir comparer nos résultats sur les modèles pré-silicium avec ces caractérisations expérimentales. Mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je pense à l'école des mines Saint-Étienne, par exemple, qui a des capacités à ce niveau-là, ou les collègues au LETI qui sont en mesure de faire ce genre de choses. Avez-vous d'autres questions? Oui. Attendez, j'arrive. Vous blessez pas à si peu de temps du déjeuner. Merci, c'était très clair. Moi, j'ai juste une question par rapport au attacker goal, Oui. le scénario. Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose dans un langage facile à prendre en main? Enfin, quelle est la forme que prend ce attacker goal aujourd'hui? Parce que en fait, suivant le produit, effectivement, on va vouloir couvrir les différents services. Voilà. Donc, je sais pas, quelques petites idées sur comment ça se formule. Alors pour l'instant, c'est des simples, des assumed properties. Donc ça ressemble à du SVA. Donc ça, voilà, on reste là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin d'aller sur des choses plus élaborées. Le modèle de faute ici est pas visible en termes de propriété. Il est inclus directement dans le design et on va jouer sur des variables symboliques qu'on peut mettre au niveau du modèle de faute. Et puis, dernier élément, on a quand même une petite phase où, là je l'ai pas évoqué ici, mais on va exécuter en simulation le système jusqu'à un certain point où on veut mettre en œuvre la vérification formelle. Et là, on bascule, on change quelques états de variables pour les rendre symboliques et explorer l'espace d'état que ça peut engendrer. Et donc ça, il y a une petite modification, mais en termes de propriété exprimable, on reste typiquement sur du SVA et ça, c'est quelque chose qui sera assez générique.